Bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International. Nous sommes en direct des studios de TV5 Monde et nous partons à Tunis, capitale de la Tunisie. Depuis la révolution tunisienne de janvier 2011, la stabilité politique et économique est encore fragile dans le pays. Nous allons découvrir cette destination avec nos invités. Bonjour à Ali Elouani Chérif. Bonsoir. Vous êtes managing partner de Mazars Tunisie. Exactement. Également avec moi, Karim Jouini. Vous êtes fondateur de Expensia. Exactement. Donc, Expensia, c'est une solution qui automatise la gestion des notes de frais pour les grands groupes européens. Et donc, c'est produit en Tunisie et distribué en Europe. Également avec moi, Neil Boussofara. Vous êtes fondateur de Seniatna. Oui, et en effet, Seniatna, c'est la mise en valeur du patrimoine tunisien à travers son terroir. Donc, on travaille avec des artisans de différentes régions pour amener les meilleurs produits du terroir tunisien. Également, Ombeline Bernard Manucé Alain. Vous êtes directrice de Vocalcom Afrique, également conseiller du commerce extérieur. Oui, tout à fait. Donc Vocalcom est une société française, éditeur de logiciels. Nous sommes implantés en Tunisie depuis une dizaine d'années et nous travaillons en Tunisie et dans plusieurs pays d'Afrique. Pour débuter cette émission, je vous propose d'écouter Dominique Brunin, qui est directeur du développement Chambre de commerce franco-arabe, nous parler de l'implantation en Tunisie. La Tunisie est un pays qui présente d'énormes opportunités et il est bon, utile, sain que les entreprises françaises se retournent à nouveau vers la Tunisie, même si les entreprises françaises, justement, n'ont jamais quitté la Tunisie depuis toutes ces dernières années. Mais on sent et on a senti quand même un certain nombre d'interrogations avec la transition politique, avec les évolutions en cours en Tunisie. C'est un marché qui est un marché important pour lui-même, avec une qualité de main-d'œuvre qui est extrêmement élevée et qui permet des implantations, y compris dans des domaines de services ou de production extrêmement élevés. Dans le digital, le numérique, mais également dans tous les domaines liés aux activités de call center, la Tunisie représente une plateforme tout à fait remarquable, avec un potentiel pour le marché tunisien, un potentiel de rayonnement extrêmement fort. On pensera notamment au futur marché en reconstruction de la Libye. Quel est ce potentiel ? Ce potentiel est assez significatif. D'abord, mettons les choses dans leur contexte. La Tunisie, c'est 2500 ans d'histoire. C'est Carthage qui est rayonné sur toute la Méditerranée, dans les échanges économiques, commerciaux, avec des comptoirs dans toute la Méditerranée, y compris sur les côtes atlantiques, européennes et africaines. La Tunisie, c'est une proximité géographique avec l'Europe. La Tunisie, c'est une législation très encourageante à l'investissement. La Tunisie, c'est des contrats de partenariat avancés avec l'Union européenne. La Tunisie, c'est des jeunes formés de bon niveau, de très haut niveau. Vous savez, il y a une formation en Tunisie qui est de très haut niveau. Il y a des Tunisiens qui occupent des postes très importants dans des entreprises internationales, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger. La Tunisie, c'est une ouverture technologique. Comme vous le voyez autour de la table, il y a beaucoup de création d'entreprises dans les services technologiques. La Tunisie, c'est aussi une base industrielle depuis près de 50 ans maintenant. Aujourd'hui, avec des entreprises dans la technologie, dans les industries électriques, électroniques, la Tunisie fabrique des composants d'avions, des composants automobiles. Donc c'est tout ça la Tunisie. En plus, la Tunisie aujourd'hui, c'est un pays démocratique. Bon, une expérience démocratique, ça a un prix évidemment, mais c'est un plus. Et donc ça s'inscrit plutôt positivement dans l'avenir. Au niveau des secteurs porteurs ? Donc je suis assez d'accord. Donc vous avez décrit pas mal les différents secteurs. Moi, le secteur que je comprends le plus, qui est celui dans lequel on est, donc le secteur digital, la Tunisie a vraiment beaucoup d'atouts pour ce secteur-là. Donc déjà, il y a un système éducatif qui produit beaucoup d'ingénieurs. Donc nous, on recrute beaucoup d'ingénieurs en informatique, mais pas que, qui génère également, donc il y a des bonnes écoles de commerce, donc ça génère un certain nombre de diplômés qui sont vraiment intéressants. Et en plus, il y a les bases pour faire du digital. Et la fibre optique, il y a une connectivité qui est forte, il y a beaucoup d'usages. Donc pour ce secteur-là, le potentiel de la Tunisie, il est énorme. C'est pour ça qu'on y est. Le tourisme se transforme actuellement en Tunisie ? Oui, en tout cas, cette année, il y a eu pas mal de visiteurs, de touristes qui sont venus en Tunisie, puisqu'il y en a eu plus de 8 millions.
et avec un objectif sur 2019 de passer à 9 millions. Donc c'est vrai qu'il y a des atouts, il y a les compétences, comme on disait, mais aussi un climat des affaires qui aujourd'hui, dans certains secteurs, est très porteur. Vous êtes dans l'agroalimentaire, vous mettez en valeur les produits tunisiens. Oui, donc nous, on travaille à Senietnas sur les produits du terroir. Donc, c'est quelque chose aussi où il y a beaucoup de choses. Il y a un savoir-faire très ancien en Tunisie. Il faut savoir que durant les différentes périodes, la Tunisie a souvent exporté des produits agricoles aussi bien vers l'Empire romain que par la suite avec différents pays. Donc, il y a une vraie histoire sur la partie agricole. Il y a beaucoup de choses encore qui évoluent dans la partie agricole. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de grosses évolutions aussi bien sur les quantités produites grâce à une meilleure optimisation au niveau agricole. Et il y a des gens comme nous, on travaille vraiment sur la partie vraiment qualité et la partie terroir et savoir-faire et patrimoine. Et ça, c'est aussi quelque chose qui va encore évoluer, je pense, dans les années à venir en Tunisie. Si vous permettez, si je peux rajouter quelque chose sur l'agriculture et le tourisme. Sur l'agriculture, la Tunisie est le deuxième exportateur de produits bio après l'Afrique du Sud, en Afrique. Nous avons des traditions d'exportation d'huile d'olive. L'huile d'olive tunisienne est de très très haute qualité. Je crois qu'en 2014, la Tunisie était le premier exportateur d'huile d'olive dans le monde. En 2014, la Tunisie est le premier exportateur de dattes. Donc effectivement, il y a des traditions agricoles en Tunisie qui sont assez significatives. Et pour le tourisme, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a une diversification de l'offre touristique. On passe d'un tourisme balnéaire à un tourisme culturel parce qu'effectivement, il y a des sites magnifiques, qu'ils soient carthaginois, romains, et musulmans, etc. Concernant la création d'entreprises, est-ce que c'est difficile de s'implanter au niveau des délais, de l'administration ? Alors ça s'est beaucoup simplifié et je voulais rebondir dessus et ça va aussi dans le sens de votre question. C'est qu'après cette révolution, le fait qu'il y a un certain nombre de choses qui se sont assouplies ou qui sont moins dirigées par un État fort, ça permet aussi de diversifier chacun de ces secteurs-là. Dans le tourisme, c'est-à-dire qu'on commence à voir arriver une forme de tourisme qui est totalement nouvelle, où avant, l'État avait fait un choix qui est de créer des quartiers pour touristes, donc des zones hors ville où il y a des batteries d'hôtels, des plages, et les touristes sortent très peu de ces zones-là, vers un tourisme qui est beaucoup plus distribué, beaucoup plus local, beaucoup plus terroir, etc. Et ça rejoint un petit peu votre question qui est, de la même façon, avant, il y avait un État qui choisissait une direction économique forte, avec des points positifs et des points négatifs, en termes de développement. Maintenant, il y a des secteurs qui se créent et qui s'auto-organisent. Et donc, dans le secteur du digital, il y a tout un monde de startups qui se crée. La Tunisie a changé sa législation pour les startups pour en faire une des plus innovantes qu'il y a dans la région et pour rendre la création d'entreprises plus simple et plus rapide. Alors, forcément, dans tous les pays, il y a des gens qui vont dire l'administration est complexe, mais même sans ces innovations-là, en réalité, c'est plus rapide de créer une entreprise en Tunisie qu'en France. C'est beaucoup plus rapide. La seule chose, c'est que c'est moins balisé. C'est-à-dire qu'il y a des surprises des fois en cours de route, mais en théorie, on peut créer une entreprise dans la journée. Juste des fois, vu que c'est moins balisé et qu'on connaît moins le pays, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais c'est beaucoup plus simple. Oui, pour rebondir un peu sur ces deux aspects, on vous parlait tout à l'heure justement de la démocratie et on parlait des nouveaux secteurs. C'est vrai qu'avant, peut-être c'était plus simple pour certaines personnes dans certains domaines bien particuliers, grâce à une aide souvent personnel de certains hommes d'affaires ou certains. Alors que maintenant, la démocratie a permis d'ouvrir sur beaucoup de sujets. Donc, c'est-à-dire, Monsieur X peut ouvrir comme n'importe qui en Tunisie et développer de nouveaux business, ce qui est très intéressant, je pense, dans le long terme. C'est vrai que ça permet, comme vous disiez, parfois, ça ralentit sur certains aspects, mais au contraire, ça ouvre beaucoup d'options et tout le monde est dans la même chance, dans la même possibilité d'évoluer en Tunisie. Oui. La fiscalité est également un point avantageux pour les entrepreneurs ? Bon, c'est un point avantageux, c'est relatif. Bon, il y a des encouragements spécifiques, surtout dans l'investissement dans le développement régional. Sinon, il y a une fiscalité comme dans tous les pays du monde, impôt sur les sociétés, un impôt indirect, etc., les impôts sur les salaires, etc. Oui, mais ce n'est pas le point le plus important. Les points les plus importants pour l'incitation à l'investissement, c'est la disponibilité de ressources humaines de haut niveau, c'est des terrains industriels préparés, c'est une tradition industrielle et aujourd'hui de plus en plus dans le service, dans la technologie, dans les services à haute valeur ajoutée, qui font qu'aujourd'hui, il y a des grandes implantations industrielles de pointe, comme je vous ai dit tout à l'heure, y compris dans la pharmacie, dans l'industrie électronique, etc. Donc, la fiscalité est un des points. Mais
Je vous propose de regarder une vidéo d'Alexandre Rattel qui nous parle des pièges à éviter à Tunis. Alors tout d'abord, il faut savoir que la Tunisie, c'est un pays avec une proximité linguistique, une proximité culturelle. Beaucoup de gens ont passé leurs vacances en Tunisie. Et donc on arrive souvent un peu en terrain conquis. On connaît la Tunisie et donc on y va, on pense avec une certaine facilité. Ça, c'est l'erreur à ne pas commettre. La Tunisie, c'est un pays avec une autre culture, avec une autre façon de faire des affaires. Donc le premier conseil à donner à un entrepreneur, à un chef d'entreprise, à toute personne qui souhaite s'implanter, investir ou commercer avec la Tunisie, c'est d'abord d'étudier bien son marché, de faire des études, d'aller voir des avocats, d'aller voir des commissaires aux comptes, d'aller voir des juristes. La Tunisie, elle a des spécificités en termes de réglementation que vous ne trouverez pas ailleurs. Donc si vous n'avez pas bien étudié le marché en Tunisie, des choses qui sont évidentes pour lesquelles vous pouvez travailler en France ou dans le pays européen, vous ne pourrez pas le faire en Tunisie. Et donc vous vous tromperez. Par exemple, travailler sur le marché intérieur. Le marché intérieur est extrêmement protégé. Vous venez investir en Tunisie pour exporter, c'est très facile. Vous venez en Tunisie pour commercer, pour faire de la distribution, vous allez avoir toute une réglementation qui va être bien plus compliquée et parfois même ça sera impossible. D'où l'importance de bien préparer son projet en amont. Deuxième conseil, une fois qu'on a étudié son marché, il ne faut pas se lancer à l'aveuglette. L'économie tunisienne est une économie administrée avec beaucoup de réglementation. Donc, encore une fois, et ça découle du premier conseil, bien faire attention à sa structure juridique. Encore une fois, il y aura sûrement une possibilité d'être associé, de créer des joint ventures. Faites attention à la réputation, faites attention à tout ce genre de choses. Et évidemment, pour pouvoir répondre à ces questions, il faut des informations de terrain. Les CCE sont là, mais aussi la Chambre de commerce. Et bien entendu, les services économiques de l'ambassade. Une réaction à cette vidéo ? C'est exact, et effectivement, hein, comme dans tout pays, quand on investit, il faut s'entourer par des professionnels. D'abord, il faut se renseigner, c'est ce que font, hein, les investisseurs le font, ils se renseignent, ils préparent leurs plans, ils savent ce qu'ils veulent. Après, évidemment, dans toute législation, il y a des spécificités, donc il faut savoir se faire accompagner par soit les chambres de commerce, soit les avocats, soit les experts comptables, effectivement, oui. Mais la plupart des secteurs, en tout cas industriels, sont libres. Après, il y a des secteurs réglementés, évidemment, hein, comme dans tout pays. Le secteur financier est réglementé parce que ça obéit à des règles très strictes. Mais sinon, la plupart des secteurs aujourd'hui sont libres à l'investissement étranger. Oui, moi je pense que si on compare à d'autres pays où il y aurait des expats, la Tunisie sera quand même très proche parce qu'il y a une histoire commune qui est discutable, il y a une histoire commune qui donne un cadre législatif qui est quasiment le même en Tunisie qu'en France. Ça a évolué, hein, mais il y a les mêmes bases, c'est-à-dire qu'il y a des bases du droit social, des bases du droit fiscal, des bases du code de l'investissement qui sont quand même assez proches, ce qui fait que c'est quand même relativement facile à déchiffrer pour un investisseur français. Les gens parlent français, ou une grande majorité parle français, ce qui est quand même un très grand avantage. Et évidemment, il y a des différences culturelles et législatives, mais comme dans toute économie, si on va investir en Italie, il y a des différences par rapport à la France. Et je trouve que la principale différence, et on reviendra dessus, c'est sur vraiment la gestion des talents et vraiment interagir avec les personnes. Mais au-delà de ça, en termes d'investissement, il faut toujours s'entourer, quel que soit où on investit, bien sûr, mais je pense que c'est un des pays où il est le plus facile d'investir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Karim par rapport à ça. C'est vrai, moi j'ai travaillé par mon passé sur différents pays en Afrique et au final, la Tunisie est quand même très proche de la France. C'est sûr qu'il y a des différences, en effet, mais ça reste quand même très proche dans l'état d'esprit, dans la façon de réfléchir. On est un peu sur le même process de réflexion et les mêmes process de travail. Il y a aussi un point important, comme nous sommes très proches, on a aussi des services qui nous aident pour les investisseurs à venir. Donc Alexandre Rattel a parlé des conseillers du commerce extérieur français, mais il y a aussi le service économique de l'ambassade, il y a Business France. Donc il y a une vraie histoire entre la France et la Tunisie et on est là pour accompagner. Les Français ne sont pas seuls quand ils arrivent. Voilà, ils ne sont pas seuls, ils sont bien accueillis et même s'il faut faire effectivement une analyse précise et s'entourer d'avocats pour créer des sociétés, ils ne sont pas seuls, nous sommes tous là. Alors il y a des défis cependant en Tunisie. On va regarder une vidéo sur le turnover. Bonjour Paris. Alors, aujourd'hui en Tunisie, la situation économique fait que beaucoup de cadres fuient le pays pour trouver de meilleures situations. Les employés passent d'une société à l'autre pour quelques dinars de plus. Donc, le turnover est vraiment très élevé. Nous, industriels, on essaye de trouver des solutions pour diminuer ce fléau, bien évidemment. Si je prends l'exemple de mon secteur, qui est celui de l'agroalimentaire, il est un peu moins touché
parce que nous sommes dans des régions assez rurales et on essaye de se concentrer sur des programmes spécifiques comme des aides sociales, des encouragements, des primes diverses, qui fait que on arrive à peu près à fidéliser notre personnel. Mais c'est compliqué. Est-ce que c'est un vrai challenge? Alors, c'est un vrai challenge que je mettrais, je dirais, sur 3 axes assez différents. Le premier, c'est que c'est vrai qu'il y a du turnover, mais souvent, c'est hérité d'entreprises qui ont des mauvaises cultures de gestion RH. Et c'est quelque chose d'assez commun en Tunisie. C'est-à-dire que les salariés ne sont pas très fidèles en général dans les entreprises, et les entreprises font presque rien pour les fidéliser. Donc ça, il y a une culture, quand on arrive jusqu'à la fin des années 90, qui est vraiment très, très, très prenante. Mais les nouvelles entreprises ou des entreprises beaucoup plus modernes, on voit une transformation très rapide. C'est-à-dire création de vrais programmes RH, de fidélisation, de développement des talents, etc. Ce qui fait que ce turnover-là se retrouve au final pas plus élevé qu'en Europe. Nous, on a une entreprise dans le digital, là où il y a le plus de turnover. On a un turnover qui est en dessous de 10%. On doit être à 4 ou 5%, là où la moyenne du secteur en France serait à 25%. Donc ça reste quelque chose de gérable. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est l'international. Et je pense que le problème de la Tunisie n'est pas spécifique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'émigration de talents, c'est vrai. Mais si on regarde en France, il y en a aussi. Le principal problème de la Tunisie, c'est les retours. C'est que les Tunisiens reviennent moins fréquemment que dans beaucoup d'autres pays. C'est-à-dire que les talents, quand ils partent, médecins, ingénieurs, etc., sont parmi les populations qui s'intègrent le mieux en Europe ou au Canada, et donc reviennent très peu en nombre de personnes. Après, la partie où c'est vrai qu'il y a une petite caricature, mais qui est réelle, qui est de dire de quelques dinars, la personne change, mais c'est vraiment spécifique à l'industrie, c'est spécifique à des secteurs où il y a peu de, il y a peu de fidélisation des collaborateurs. Mais en faisant des bons programmes, on arrive à garder. Et le troisième axe, c'est comment compenser ces départs-là. Je pense que la Tunisie a besoin d'une stratégie qui est de dire, est-ce que j'attire des talents de l'étranger? Des pays l'ont fait, le Maroc l'a fait. Est-ce que je vais attirer des talents de ma diaspora? Ou est-ce que je vais devenir un hub de talents, quelle qu'en soit la source? Donc il y a l'Afrique subsaharienne, il y a les pays du Maghreb voisins, il y a l'Égypte. Ça mérite de construire une vraie stratégie là-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous êtes aussi confronté à ce type de challenge? Recruter du personnel? Oui, on a ce challenge, mais comme je suis totalement d'accord avec Elim sur les différents points, il y a un point qui disait, par contre, où là, je pense que je mettrais une petite différence, c'est sur la diaspora qui ne revient pas. Je pense que s'il y avait aussi des propositions, des opportunités en Tunisie, il reviendrait. C'est-à-dire, si quelqu'un a besoin d'entreprises qui fondent une société en Tunisie, il a une diaspora en Europe principalement, qui a un très très bon niveau et qui, je pense, à mon avis, est prête à revenir. Mais bien sûr pour certains types de postes, certaines opportunités intéressantes. Donc c'est pour ça que je vois cette petite différence. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est un atout pour par exemple pour une grande entreprise qui aurait les moyens qui a besoin d'avoir des gens qualifiés. Ils peuvent en trouver dans la diaspora tunisienne et qui a envie de revenir. Oui, nous c'est 10% de nos effectifs. Aujourd'hui, ils viennent de la diaspora. Au niveau des différences culturelles, est-ce que vous en notez entre Français et Tunisiens? D'abord, je pense que d'une manière générale, le Tunisien a une double culture. Donc, ce qui fait qu'il est assez proche de l'Europe tout en étant oriental, africain. Donc, après, bon, évidemment, il y a toujours des petites différences culturelles. Mais je voudrais revenir sur les ressources humaines. Effectivement, il faut mettre l'humain au centre de tout aujourd'hui. Et moi, je vois dans les entreprises avec qui nous travaillons que les entreprises qui sont ouvertes sur l'international, qui travaillent dans un cadre mondialisé, aujourd'hui, ce sont des entreprises qui donnent beaucoup d'intérêt à leurs ressources humaines. Ça se voit dans la formation, ça se voit dans les politiques d'évaluation, dans les politiques de recrutement, dans les politiques pour les garder, pour les encourager. La formation continue. Donc, toutes les entreprises qui sont ouvertes sur l'international ont bien compris ce sujet et font tout pour. Maintenant, après, évidemment, il y a des gens qui émigrent dans les deux sens aussi. Et c'est un sujet. Mais pour rebondir là-dessus, il y a aussi la façon de manager. Donc, comme vous disiez, effectivement, on a une culture jusqu'aux années 90 qui était avec un management pyramidal. Aujourd'hui, ça change. On a aussi une génération différente en face de nous, des jeunes ingénieurs qui ont envie de partager, qui ont envie d'avoir aussi, qui ont des idées, qui ont des initiatives. Nous, par exemple, on travaille beaucoup sur le management avec de la bienveillance parce que quand on travaille dans des bonnes conditions, en général, on est quand même plus productif et on a plus d'idées et plus d'envie de travailler. Et puis je trouve que ça réussit aussi au final, c'est que moi qui ai des salariés espagnols, français et tunisiens,
où je suis satisfait des trois, hein, soyons clairs. Il y a une culture du travail en Tunisie que je trouve meilleure, parce qu'aussi c'est beaucoup moins encadré par la législation. Donc forcément, quand la législation est pas toujours super complète, il y a un risque de patron voyou ou autre, ce qui n'est pas le cas en Tunisie, parce que la législation est quand même assez solide, mais moins dur qu'en France, en termes de... En France, chaque scénario est prédéfini dans beaucoup de choses, et en Tunisie, on a une certaine souplesse pour faire une entreprise un peu différente. Nous, on a été élu cette année meilleur employeur en Tunisie, parce que justement, on a pu faire un certain nombre de choses qui peuvent paraître parfois gadgets. Il y a une table de ping-pong, il y avait une piscine à un moment, ou d'autres choses sur la façon de travailler ou la façon de former. Là où en France, ça aurait été plus complexe parce que la législation est plus dure et a prévu chaque scénario et chaque process. Nous devons clôturer ce volet économique sur la Tunisie. Merci beaucoup d'être venu échanger avec nous sur la Tunisie. Merci Ali Elouani Chérif. Si vous voulez passer un message avant de nous quitter. Je dis que la Tunisie est un pays merveilleux. Les Tunisiens sont très attachants, très réceptifs aux étrangers, à l'ouverture à l'international. La Tunisie vit une expérience démocratique assez intéressante dans son histoire et elle est forte du soutien de son peuple, des entreprises internationales qui investissent et qui restent en Tunisie, qui continuent à investir en Tunisie, et du soutien de la communauté internationale. Merci également Ambeline, Bernard, Manus et Alain. Également, si vous voulez... Merci, oui. Alors, juste pas pour mon expérience personnelle. Moi, j'habite en Tunisie depuis 16 ans. Depuis que je suis arrivée, je ne suis jamais partie. Ce n'est pas en prévision. C'est un pays avec beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses à faire. On a besoin d'énergie, on a besoin de personnes. Et pour tous les investisseurs, il faut venir. Et on est là pour aider tout le monde. On va faire une courte pause et on se retrouve juste après. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes en Tunisie et j'ai le plaisir d'accueillir Christine Herry. Vous êtes française ayant vécu en Tunisie. Je suis arrivée en Tunisie fin 2016, début 2017 et je suis rentrée il y a un mois et demi. C'est tout récent. Oui. Également avec moi, Myriam Rezgui. Bonjour. Vous êtes l'auteur du livre Quelque chose de Tunisie. Oui. Alors dans ce livre, vous citez des dictons imagés. Oui, en fait, en arrivant en France, je suis arrivée en France pour mes études et tout ça. Parfois, en fait, quand je parlais au téléphone à ma mère ou ma sœur, on me disait tout le temps, en fait, que la langue tunisienne, en fait, c'est chantant. On a l'impression que tu chantes, tu parles pas et tout ça. Et en gros, la langue tunisienne, c'est une langue, le dialecte plutôt tunisien, c'est un dialecte chantant. En plus de ça, on a recours tout le temps à des images. Par exemple, pour dire deux personnes inséparables, on dit Zina ou Aziza. En gros, à la base, c'est deux danseuses en fait, qui dansaient tout le temps ensemble entre les années 60 et 70. Maintenant, en fait, cette expression, elle s'applique même aux bus avec deux voitures en fait. On les appelle aussi Zina ou Aziza. Pour parler d'une personne en fait qui n'arrête pas de bouger, qui est tout le temps excitée et tout ça,
En gros, pour parler d'une personne qui danse sur un tambourin, on dit Yacht halata boubou-fels. En fait, on a toujours recours à des métaphores, si on peut dire, on peut appeler ça comme ça, pour parler en fait. C'est pas, on va dire, un dialecte carré. En gros, on ne dit pas une personne qui n'arrête pas de bouger, on dit une personne qui danse sur un tambourin. Vous utilisez aussi ces métaphores, vous les avez entendues dans votre quotidien? Oui, beaucoup. Zina Aziz a beaucoup. J'ai pas assez vécu en Tunisie pour tous les connaître, mais je sais que je vais me plonger dedans pour en connaître encore plus. Mais c'est vrai que c'est très imagé. Oui. Alors, au niveau de l'installation, est-ce que c'est compliqué d'obtenir la carte de séjour? Alors c'est un petit peu compliqué, mais je dirais comme dans beaucoup d'autres pays également, il faut compter au moins 6 mois pour avoir une carte de séjour qui est souvent valable qu'une année au départ. Et donc il faut renouveler chaque année, ça prend du temps, on a affaire à l'administration, c'est un petit peu fastidieux. Après, quand vous-même ou votre mari êtes chef d'entreprise, en général, ça va un petit peu plus vite et on peut assez vite obtenir 5 ans de carte de séjour. Alors, je vous propose de regarder une vidéo sur le coût de la vie en Tunisie. Bonjour Paris, ici Tunis. Il fait très bon vivre à Tunis. On a un temps magnifique et puis un soleil très très brillant. Paradoxalement, la vie devient difficile depuis la Révolution. Les prix sont devenus un peu trop chers. L'administration publique ne fait plus son job et du coup, ça devient de plus en plus compliqué d'avoir des relations convenables avec les administrateurs. Sinon, la vie économiquement parlant, et je le disais tout à l'heure, elle est chère. Les prix ont nettement augmenté depuis 2011. La dévaluation du dinar aussi. Elle a été trop chère pour les Tunisiens parce que 1 euro vaut 3 dinars 400. Et ce qu'il y a, c'est que pour trouver un logement, ça devient de plus en plus compliqué quand on est résident en Tunisie et qu'on gagne en dinars tunisiens. Pour trouver ce logement, il y a 3 moyens. Il y a d'abord le fait de s'adresser aux agences directement, et là elles vous prennent 5%. Sinon, sur le loyer annuel. Sinon, vous pouvez avoir recours à des personnes qui sont chargées de vous trouver le logement, mais qui n'ont pas une institution ou une organisation formalisée. Et là, ils vous prennent entre 2 et 5%, tout dépend de leur carnet d'adresse et de ce qu'ils peuvent vous apporter. Sinon, il y a de particulier à particulier, ça c'est très bien. Par contre, il faut avoir vraiment un beau carnet d'adresse et puis du relationnel qui puisse vous aider. La Tunisie connaît une inflation à 7,5%. Est-ce que vous le ressentez au quotidien? Oui, on le ressent au quotidien. C'est sûr, tout est devenu plus cher parce que voilà, ça devient plus cher. Mais comme le disait la personne là, dans la vidéo, il y a eu la dévaluation du dinar. Donc, qui a provoqué en partie aussi cette inflation, puisqu'il y a beaucoup de produits importés, et qui permet par contre aux expatriés, aux personnes qui travaillent et qui vivent en euros, d'avoir un niveau de vie équivalent, voire meilleur, depuis cette période. Donc, mais par contre, comme je vous disais, il y a beaucoup de produits qui sont importés. Nous, et il y a des produits qui sont locaux et qui sont très bons. Nous, chez Zenith, par exemple, on travaille sur des produits locaux, on va chercher les produits dans les différentes régions, et sur ces produits-là, la dévaluation va avoir moins d'impact et du coup l'inflation aussi, donc le prix va être moins grimper. Alors nous c'est un petit peu différent en tant qu'expatriés, effectivement on a souvent des salaires indexés, donc on ne se rend pas vraiment compte du fait que les Tunisiens aient une perte de pouvoir d'achat, mais il faut écouter les Tunisiens, il faut écouter son jardinier, les gens qui sont vos commerçants et qui vous disent on a des difficultés, même si on a vraiment l'impression que rien n'est cher, mais pour eux, c'est effectivement très cher. Alors, parmi les joies de vivre à Tunis, il y en a beaucoup. Oui, bien La sûr. qualité de vie, la plage. Il y a une excellente qualité de vie. Tout d'abord, il y a, si vous aimez les sorties, il y a beaucoup de festivals. En particulier l'été, pas qu'à Tunis, d'ailleurs dans toute la Tunisie. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez des cinémas.
qui vous permettent aussi de suivre un peu l'actualité du monde entier. Et puis, il y a la plage. Alors, les plages de Tunis, on y va un petit peu moins. On a tendance à partir le week-end. Il y a des plages absolument extraordinaires sur Hammamet. Si vous avez vraiment le temps, vous descendez sur Djerba. Vraiment, c'est une vie agréable. Un mot sur la gastronomie, vous qui êtes l'auteur de ce livre, Quelque chose de Tunisie. Il y a beaucoup de conseils sur la gastronomie, notamment des pâtisseries à déguster. Oui, à part la plage, en fait, en Tunisie, on mange trop bien. En fait, il y a plein de pâtisseries, plein de bonnes pâtisseries. Personnellement, je vous conseille les bambalouni. Quand vous faites les bambalouni. Bambalouni, en fait, c'est une sorte de beignet frit et saupoudré de sucre, en fait. Ok, on va pas se mentir, c'est un peu gras, un peu sucré, mais c'est super bon. Voilà, mais c'est super bon en fait. Et en fait, il faut s'arrêter dans les petits restaurants de coin et tout ça. Vous découvrez vraiment la gastronomie tunisienne en fait. C'est au-delà des couscous, il y a plusieurs d'autres plats à découvrir en fait. En fait, juste pour ajouter sur ça, c'est un pays qui a beaucoup d'histoire. Donc, ça se ressent aussi bien, comme vous disiez, sur les différentes villes où il y a des festivals dont on peut beaucoup visiter. Et ça se ressent aussi bien dans la gastronomie. Des pays qui ont autant d'histoire et autant de savoir-faire qui ont duré, ça donne de bonnes choses. Oui, je pense que c'est une qualité de vie qui est assez incomparable. Moi, je dis souvent, le plouf du matin à 7h du matin avant d'aller au travail, ça vaut de l'or. Moi qui ai travaillé à Paris pendant une bonne dizaine d'années, ça a une grande valeur. Et au-delà de ça, la Tunisie, c'est un territoire qui est moins petit que ce qu'on croit. Et on peut, en quelques heures de route, avoir des paysages très différents. C'est-à-dire qu'on peut, en quelques heures, arriver dans un paysage aride, puis, au bout d'un total de peut-être 5 heures de route, être dans le désert, avoir une histoire qui est très riche, carthaginoise, romaine, espagnole, etc. Donc on peut, vraiment, en termes de sortie, on peut, en quelques heures de route, aller changer d'air. Alors, on va parler de sécurité. Je vous propose de regarder une vidéo de Issaoui Jafar. Bonjour Paris. Je pense que Tunis est une ville sûre et bien sécurisée. En fait, depuis quelques années, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place sur Tunis. En vous baladant, vous verrez le nombre assez important des forces de l'ordre, des barrages de contrôle, des agents de sécurité qui sont déployés à l'entrée des hôtels, des musées, des restaurants, des administrations publiques, des aéroports. Le deuxième point qui fait que Tunis est sécurisé aujourd'hui, bien sécurisé, c'est la nature, on va dire, du citoyen tunisien qui est très pacifiste, qui a toujours été contre la violence, l'extrémisme et le terrorisme. Par contre, le taux de criminalité, il a augmenté durant cette dernière année, il a augmenté de 20%. Donc il faut faire un peu attention où est-ce que l'on souhaite aller et surtout il faut se renseigner avant d'y aller. Vous vous sentiez en sécurité à Tunis ? Oui, tout à fait. On se sent en sécurité à Tunis. Tunis, d'abord, est une très grande ville. Donc, il y a forcément des quartiers où nous n'allons pas, comme nous n'allons pas dans tous les quartiers à Paris sans crainte. Mais globalement, on peut sortir à Tunis sans avoir la peur au ventre. Même le soir, il n'y a aucun souci. De même ? Oui, en fait. Vous sortez le soir, vous rentrez sans problème ? C'est comme à Paris, en fait. Il y a des quartiers où on peut s'aventurer le soir sans avoir aucune crainte. Et il y a d'autres quartiers, on va dire, à éviter. C'est comme partout. Lesquels, par exemple ? Je ne saurais pas vous dire, mais en gros... Bon, pas de problème particulier de sécurité. Oui, sur la sécurité, moi, on parle des villes. Moi, avec Senit, on va plus dans les régions. Donc, je peux vous parler un peu des villages aussi et de la sécurité. On se sent, en fait, aussi très en sécurité dans les villages, c'est les personnes qui aiment visiter un petit peu. Et les gens sont très accueillants. Donc, c'est une sécurité qui est créée par le village qui se connaît très bien. Donc, c'est aussi un plus. Oui, d'autant que les Tunisiens ouvrent de plus en plus de logements chez l'habitant. Donc, dans les villages, des sortes de Airbnb.
Donc, c'est facile également de trouver un logement. C'est de plus en plus facile, c'est de plus en plus répandu. Mais il faut encore un peu chercher. C'est un petit peu le bouche à oreille qui fonctionne quand même. Hein. On sait que dans tel village, il y a quelqu'un qui loue un appartement et on peut y aller sans crainte, c'est très agréable. Est-ce qu'il y a des quartiers de prédilection sur Tunis que vous recommandez pour se loger? Alors, il y a des quartiers d'expats, c'est vrai. Alors évidemment, la Marsa est très connue, il y a Carthage, Sidi Bou Saïd, etc., Gamart, qui sont des quartiers où il y a beaucoup d'expats. Après, ce n'est pas les seuls quartiers intéressants, hein, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que c'est des quartiers qui font que le delta culturel est plus faible. La Marsa, c'est très piéton, c'est en bord de mer, etc. Je vous propose d'écouter Thierry Verger nous parler de scolarité à Tunis. Bonjour Paris et bienvenue à Tunis, au lycée Pierre Mendès France, où je vous accueille. Le lycée Pierre Mendès France est un établissement qui date de 1956. C'est une date importante pour la Tunisie, c'est la date de l'indépendance tunisienne. Établissement de 1800 élèves, collégiens, lycéens, sur son site, mais 3000 au total si on compte les 2 écoles primaires rattachées au lycée Pierre Mendès France. Le lycée Pierre Mendès France, c'est aussi un taux d'encadrement par des professeurs issus du ministère de l'Éducation nationale très important. Et nous obtenons donc des résultats au baccalauréat et au diplôme national du brevet qui sont exceptionnels. En 2018, plus de 98% à ces 2 examens. Mais le lycée Pierre Mendès France, c'est aussi l'engagement de ses élèves. Nous avons des clubs sportifs, nous avons des clubs artistiques, nous avons des clubs culturels, un atelier théâtre. Nous participons à des activités comme ambassadeurs en herbe. Bref, une multitude d'activités qui enrichissent le devenir de nos élèves. Le lycée Pierre Mendès France ne manque pas de projets. Nous avons d'abord celui de restructurer entièrement l'établissement. Nous aurons dans quelques années un établissement tout neuf. Nous sommes aussi sur le projet d'établissement avec 3 axes forts, l'excellence, l'engagement et la modernité. Retrouvez-nous donc sur notre compte Facebook, sur notre compte Twitter, sur notre compte Instagram ou sur le site internet de l'établissement. À bientôt. Naïd Boussofara, ça vous rappelle de bons souvenirs, j'ai l'impression. Oui, j'étais à ce lycée, donc c'est un très bon lycée. En général, l'éducation en Tunisie est d'un très bon niveau, d'autant plus si on compare à d'autres pays. Donc l'éducation en général est un très bon niveau, mais ce lycée est aussi un lycée d'excellence, il a d'excellents résultats. Il a beaucoup parlé un petit peu de l'aspect culturel, de la vie dans le lycée, mais il y a aussi surtout un très 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 bon niveau dans les lycées français en Tunisie. Du coup, pour une personne, une expatriée, ou même il y a beaucoup de Tunisiens également, c'est vraiment un très bon choix pour ces enfants. Vous avez étudié dans un autre lycée? Dans un lycée français également, celui de la Marsa. Donc je joins Naïl là-dessus. Mais même les systèmes publics tunisiens sont aussi d'un très bon niveau. C'est un des meilleurs systèmes éducatifs. Et il a encore un système à 2 vitesses, au sens où il y a un côté élitiste et des lycées pilotes et des lycées classiques. Mais c'est d'un très bon niveau. Avant de nous quitter, peut-être un dernier mot sur la Tunisie et Tunis. Écoutez, la Tunisie, pour moi, ça a été un excellent séjour. Nous arrivions de Côte d'Ivoire, donc on avait un comparatif possible. En Tunisie, bien évidemment, on parle français. C'est une aide exceptionnelle pour les expatriés, déjà, partager la même langue. Pour autant, ce n'est pas parce qu'on partage la même langue qu'on est dans le même pays. Il faut s'adapter au pays dans lequel on vit. Il faut regarder quelles sont les racines de ce pays. Et puis, en allant se promener, mais aussi, on n'en a pas parlé, mais en faisant l'effort de lire la littérature du pays où l'on habite. C'est très important. Ça permet beaucoup de comprendre les choses. Myriam Azier, est-ce que vous avez des auteurs à nous conseiller ? Des auteurs tunisiens. En fait, la littérature tunisienne, elle est super partagée. Il y a des anciens que tout le monde lit. Il y a notre ancêtre Ibn Khaldoun qui a écrit Al-Muqaddama, qui est un livre qui est une base en fait de sociologie et tout ça. Il y a d'autres qui sont plus modernes. Et sinon, moi, je conseille en fait les gens qui partent en Tunisie de s'aventurer en dehors des sentiers battus, en fait, d'essayer d'explorer la Tunisie, celle qui n'est pas dans les cartes postales,
en fait la vraie Tunisie, quoi. La Tunisie romaine, la Tunisie carthaginoise, comme il disait le monsieur tout à l'heure, la Tunisie musulmane. Il y a plusieurs Tunisies. Et comme il disait Karim tout à l'heure, en fait, en traversant le pays, on passe d'un paysage à un autre, et c'est super intéressant. Un dernier message ? Moi, dans le même sens, je dirais que il faut voir la Tunisie par son patrimoine, par son histoire, par sa culture. C'est des aspects parfois qu'on oublie un peu. On parle d'une main-d'œuvre ou on va parler de plage. C'est des éléments importants. Mais il faut voir l'aspect très, très riche culturellement, historiquement de la Tunisie et de là découle beaucoup de choses, aussi bien au niveau du tourisme qu'au niveau même de l'entreprise. Voilà, plein de choses qu'on peut voir au niveau de la gastronomie ou encore des visites que l'on peut faire. Merci beaucoup, merci d'être venu partager votre expérience sur la Tunisie. Les 24 heures chrono de l'international continuent, nous partons au Royaume-Uni, à Oxford.